bon, je peux y aller. Oui. Rev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Le thème donc de ce soir, c'est plaisir d'apprendre, culte de la performance. On ne va pas parler que sur les devoirs. On va essayer de réfléchir ensemble sur les enjeux de ce que représente l'apprentissage chez l'enfant. Et on va essayer de réfléchir aussi sur les systèmes auxquels ils sont confrontés, avec les éléments positifs que ça leur apporte, quelles peuvent être les difficultés, et si on a éventuellement des pistes pour savoir gérer avec plus d'intelligence l'univers de l'apprentissage au savoir. Alors, la relation à l'apprentissage de la connaissance dans la Torah, vous le savez, démarre par une injonction qui est donnée au père, plus particulièrement, qui est l'obligation de parler donc des paroles de la Torah le matin, le soir, lorsque tu seras en mouvement. Et cette injonction de transmettre la connaissance va se traduire par la suite de manière concrète à travers la construction d'un système dans lequel on va apprendre à l'enfant à apprendre et on va lui donner un savoir et une connaissance. Alors, a priori, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous donner cette obligation? Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de nous dire, voilà, il faut que tu apprennes et que tu transmettes? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pendant des siècles et des siècles, la connaissance était quelque chose qui était réservé à des génites. Il y avait une connaissance, mais elle était l'apanage de certaines castes, et le savoir, la connaissance, était au fond quelque chose qui allait leur donner le pouvoir. Il fallait que les masses ne sachent pas, pardonnez-moi. Il fallait qu'elles ne puissent pas éventuellement remettre en cause le pouvoir que possédaient ceux qui avaient le savoir. Parce que derrière cela, il y avait donc toutes sortes de systèmes, la plupart du temps religieux, qui étaient mis en place. Et donc, le savoir et la connaissance étaient présents, on les réservait à un certain nombre d'individus qui instrumentalisaient pour la plupart du temps ce savoir pour leur pouvoir et pour avoir un petit peu la mainmise sur la société. On l'a retrouvé énormément dans l'univers du religieux. C'est-à-dire lorsque quelqu'un a une connaissance, alors il va dire des choses et comme on ne peut pas le contredire, comme on ne peut absolument pas s'opposer à lui, eh bien, à partir de là, sa parole a du poids, et puisqu'elle a du poids, eh bien, on va lui accorder un crédit avec tout ce qui va derrière. La Torah, en nous donnant l'injonction à nous, parents, de transmettre la connaissance, nous renvoie à l'idée que le savoir n'est pas là pour donner un quelconque pouvoir. Et ça, c'est, je crois, un axiome de base qu'il faut bien avoir clair en tête. Le savoir est quelque chose qui est nécessaire en tant que tel et n'est pas quelque chose qui est un instrument qui nous permettra d'accéder à quelque chose. Cette injonction, la Torah la donne aux parents. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers dans lequel les apprentissages, les connaissances passent essentiellement à travers un système scolaire. Alors que normalement, ce n'est pas à travers ce système-là que l'on devrait transmettre le savoir. Ce n'est pas à travers ce modèle-là. Les maîtres du Talmud nous parlent déjà de la construction d'un système d'école et nous donnent d'ailleurs des définitions très intéressantes sur comment se construit une classe, sur le nombre d'élèves, sur le rôle de l'enseignant, sur l'aide enseignant, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'élèves, il faut quelqu'un qui soit à ses côtés pour l'aider à transmettre. Mais c'est la construction d'un système par défaut. C'est-à-dire lorsque le parent n'a plus pu assumer son rôle de transmettre la connaissance, alors on a mis en place un système pour toujours être sûr que ceux qui n'avaient pas eu la chance d'avoir des parents qui puissent leur transmettre, puissent à leur tour un jour connaître et éventuellement transmettre. Pour transmettre, il faut du temps, il faut une pédagogie, il faut un système. Et les Chachmei Israël, les maîtres du peuple juif, se sont rendus compte que même si l'on possédait une connaissance, on ne possédait peut-être pas nécessairement les modalités qui nous permettent de la transmettre. Et donc, cette responsabilité que l'on a de transmettre le savoir, eh bien, nous allons maintenant l'assumer en construisant des systèmes
qui vont permettre à nos enfants de recevoir cette connaissance que nous possédons peut-être nous aussi en tant que parents, mais que nous ne savons pas peut-être transmettre comme il se doit. Ça c'est, je dirais très schématiquement, très rapidement, l'enjeu au fond de ce que la Torah nous propose dans l'univers de la transmission. Il y a aussi un second point qui va être fondamental, c'est que dans les modèles que nous avons, l'apprentissage du savoir est là pour pouvoir permettre à un enfant qui va devenir par la suite un adulte d'avoir des connaissances qu'il pourra utiliser dans le monde du concret. Et je m'explique, ce que l'on apprend, c'est pour pouvoir essentiellement accéder un jour à une certaine forme d'indépendance économique. C'est-à-dire que quand on met les enfants à l'école, eh bien, on voit déjà le résultat que l'on attend à travers un diplôme qui leur permettra par la suite d'accéder à un univers professionnel. Or, pour la Torah, le savoir que nous avons l'obligation de transmettre n'est absolument pas là pour permettre à l'individu d'acquérir ce qu'il a besoin pour pouvoir entrer dans l'univers professionnel. Il y a donc ici deux types de savoir. Il y a ce que j'appellerais les connaissances nécessaires pour pouvoir évoluer dans le monde de manière concrète, savoir lire, savoir compter, et puis des compétences qui nous permettront d'effectuer un parcours professionnel, mais il y a aussi l'obligation de transmettre la connaissance qui n'a pas nécessairement un impact au niveau d'une vie professionnelle, mais qui est nécessaire à l'individu en tant que tel. Et c'est là où, en effet, on va faire la distinction fondamentale entre l'acquisition de connaissances de Torah et l'acquisition de connaissances qui auront comme but essentiel de permettre de posséder à terme un diplôme qui permettra à l'individu de rentrer à l'intérieur de l'univers professionnel. Au passage, pendant toutes les périodes dans lesquelles l'essentiel des activités économiques était essentiellement des apprentissages techniques, c'est-à-dire on était cultivateur, on était orfèvre, on était charogners, on était que sais-je, eh bien, on apprenait essentiellement à savoir comment agir et fonctionner à l'intérieur d'un système économique. D'accord ? Comment est-ce qu'on devient agriculteur ? Comment est-ce qu'on fait pousser des arbres ? Comment est-ce qu'on répare des charrues ? Comment est-ce qu'on fait un cheval ? Comment est-ce qu'on construit une maison ? Et certains, en effet, avaient des connaissances plus poussées, mais ils étaient rares qui leur permettaient d'être ceux que l'on aurait appelés éventuellement les ingénieurs de l'époque. Et la plupart du temps, c'était à travers un système de connaissances empiriques. On va faire cette distinction qui va être fondamentale. Qu'est-ce que nous attendons de la transmission du savoir à nos enfants? Quel est l'objectif? En tant que parents, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a envie que cette connaissance leur permette d'être une base de construction au niveau de leur personnalité? C'est-à-dire, est-ce que cette connaissance est là pour construire des hommes, ou est-ce qu'elle est là juste pour construire une profession? Et là-dessus, l'enjeu, il n'est pas du tout le même. C'est la question qu'on doit tous se poser. Mais au fond, pourquoi j'ai envie qu'il soit bon en maths? Mais au fond, pourquoi j'ai envie qu'il réussisse son exercice de chimie? Mais pourquoi j'ai envie qu'il sache écrire sans faire de faute d'orthographe? Pourquoi je veux qu'il ait une bonne note en récitation? Pourquoi j'ai envie aussi qu'il connaisse ce texte de Talmud? Qu'est-ce que j'attends? Quel est l'objectif final? Soit le résultat va lui permettre de passer dans une classe supérieure, qui l'amènera dans une autre classe, qui lui permettra d'aller dans une autre classe, qui lui permettra par la suite d'avoir un baccalauréat, qui lui permettra. Donc au fond, la finalité c'est essentiellement le diplôme. Et la question, elle est la suivante. Si la finalité c'est le diplôme qui permettra à l'enfant d'avoir une profession, si demain vous proposez à cet enfant de pouvoir avoir un univers professionnel sans passer par l'accès à la connaissance, il y a de fortes chances qu'il le choisisse. Soit en le faisant gagner au loto, soit en l'entraînant à devenir joueur de poker en ligne, que sais-je. C'est-à-dire, si la finalité, c'est pour avoir les moyens de développer une profession, donc ce qui est important, c'est la profession que je vais avoir. Cette profession, pourquoi je veux l'avoir? Parce qu'elle va me permettre de gagner ma vie.
Donc si maintenant tu me trouves un système pour gagner ma vie sans être obligé de passer par ça, est-ce que véritablement j'ai envie d'y aller? Pas nécessairement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va rendre l'école obligatoire. Pour la Torah, la connaissance, c'est quelque chose que j'ai besoin de posséder parce que ça fait partie de ma construction personnelle. Et la première construction que la connaissance va m'apporter, c'est les modèles de fonctionnement que je suis obligé de mettre en place à l'intérieur de moi-même pour pouvoir y accéder. Apprendre, c'est d'abord apprendre à apprendre. C'est-à-dire savoir que lorsque l'on commence à faire apprendre un enfant, ce n'est pas tant le résultat qu'il va obtenir qui nous importe, c'est avant tout ce qui se passe à l'intérieur de lui quand on met en place une méthode pour lui permettre d'accéder à cette connaissance. Ça, c'est déjà la première chose. Traduit différemment, c'est le cheminement qui amène au résultat qui est au fond l'élément essentiel. Le résultat n'étant là que pour couronner un cheminement, mais ce qui a structuré et construit l'enfant, c'est avant tout le cheminement. C'est quoi ce cheminement? Eh bien, tout simplement, faire un effort pour pouvoir accéder à quelque chose dont je ne vois pas immédiatement l'intérêt, mais qui va me faire grandir. Ça veut dire quoi qui va me faire grandir? Qui va me permettre de développer quelque chose d'absolument génial que nous possédons tous à l'intérieur de nous, qui est notre cerveau. Aujourd'hui, lorsque l'on voit des individus qui ont des actions et des manières d'être qui sont parfois extrêmement bas de gamme, on se demande, mais est-ce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font? Est-ce qu'ils pensent à ce qu'ils sont en train de faire? Penser, ça s'apprend. Réfléchir, ça s'apprend. Au moment où on met en place les modalités qui permettent d'accéder au savoir, eh bien, on commence à apprendre au cerveau à fonctionner, à réfléchir, à poser un problème, à chercher sa résolution, à définir les choses, leurs valeurs, leurs enjeux. Et dans un second temps, il y a des résultats, mais c'est avant tout le processus qui va être fondamental. Et je crois que pour nous parents, l'élément premier n'est pas l'attente du résultat. Ce n'est pas le résultat qui va être important pour nous. Ah, vous allez me dire, oui, mais s'il n'y a pas de résultat, il ne passera pas dans la classe supérieure, on verra ça dans un instant. Et au fond, c'est très important dans la relation que l'enfant va avoir au savoir. La relation que l'enfant va avoir au savoir sera déterminée par le plaisir qu'il aura d'être dans une transformation de lui-même à travers ce qui se passe quand il est en train d'accéder à ce savoir, et non pas tant des résultats que ça va produire. Parce que ce qui va lui donner au fond le goût d'être dans la continuité, ce n'est pas tant le résultat, parce que le résultat, vous pouvez éventuellement l'obtenir en trichant. Et dans ce cas-là, puisque la finalité c'est le résultat, eh bien j'ai différents modèles pour accéder au résultat. Faire vivre à l'enfant cette expérience du plaisir, du développement de son intellect et de tout ce qui va autour, c'est au fond l'enjeu numéro un. Parce que ce plaisir-là, une fois qu'il l'a, eh bien c'est pendant toute son existence qu'il continuera à le développer. Et le problème, c'est de développer l'appétence de l'enfant pour pouvoir avancer encore et encore dans tout ce qui va lui permettre de grandir et qui passera essentiellement à travers sa réflexion. C'est-à-dire que là, on est beaucoup plus dans un projet de construction. Et on n'est pas juste dans un projet de résultats et de notes. L'enfant va le percevoir s'il réalise que ce qui nous intéresse ne sont pas tant ses notes. C'est-à-dire que si la première question qu'on lui pose, c'est pas « quelle note as-tu ?», il va se rendre compte que la raison pour laquelle on a appris, ce n'est pas pour obtenir une note. La note est là pour sanctionner le fait qu'à un moment, il a mis en place ce qu'il faut pour pouvoir accéder à un savoir et on le lui prouve. Mais l'enjeu, il n'est pas là. Parce que si l'enjeu, c'est la note, alors je vais me débrouiller pour avoir la note. Soit en apprenant bien, mais la raison pour laquelle j'apprends bien, c'est pour la note. Et donc, ce qui va me donner du plaisir, c'est le résultat. Et donc, quand il n'y aura plus de résultat en face de moi, eh bien, pourquoi veux-tu que je continue à apprendre ?
Je n'ai plus de raison d'apprendre, puisque de toute façon maintenant, apprendre, c'est pour obtenir des résultats. Et c'est pas inintéressant de voir que vous avez des personnes qui ont fait des études. Une fois qu'ils ont eu leur diplôme, eh bien la majeure partie de leur temps libre est consacrée à quoi? Au loisir. C'est-à-dire que le désir d'explorer encore de nouveaux horizons, de découvrir d'autres savoirs, d'apprendre de nouvelles choses qui ne leur serviront sans doute à rien parce qu'ils ont déjà la profession dont ils ont besoin, n'existera pas. D'où le fait que le roman va avoir un succès phénoménal, et d'où le fait que la plupart du temps, le savoir, ça sera beaucoup plus pour développer une curiosité par rapport à ce qui se passe. Je suis curieux de savoir ce qui se passe, ou alors éventuellement celui qui me permet de répondre à des problèmes existentiels que j'ai, ou alors de me permettre de mieux gérer ma vie. D'où aujourd'hui l'explosion de tous les ouvrages qui ont trait au développement personnel, au coaching, c'est-à-dire de tout ce qui va pouvoir être utilitaire. C'est-à-dire, j'ai besoin de quelque chose qui va m'être utile parce que j'ai besoin d'un résultat. Aujourd'hui, il y a une réalité de vie qui fait que les choses ne vont pas comme je voudrais. J'aimerais que ça aille bien, donc j'aimerais un résultat. Et pour obtenir ce résultat, je vais ouvrir des livres. Mais c'est parce que tout simplement, j'ai besoin d'un résultat. C'est le résultat qui me pousse maintenant à ouvrir un nouveau livre. Mais je ne vais pas ouvrir un livre qui va me permettre de découvrir la mécanique quantique. Parce que tout simplement, je n'en vois pas l'intérêt par rapport à ma vie. Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus? Alors qu'en vérité, si on avance un petit peu plus, ça m'ouvre un champ nouveau dans ma manière de penser, d'appréhender, de vivre et de regarder le monde. Parce qu'en dehors du savoir purement physique, ce sont aussi certaines visions de l'existence qui se profilent derrière aussi ce type de théorie. Mais ça, l'immense majorité des personnes ne le feront pas. Pourquoi aujourd'hui la télé et Internet ont tellement de succès? C'est parce qu'on dispose d'un temps, et ce temps, comme on ne va pas le consacrer à l'acquisition d'un savoir, parce qu'on n'en voit pas l'intérêt, alors on l'utilise essentiellement dans l'univers des loisirs. Et même la connaissance que l'on va posséder, ça va être sur des émissions thématiques dans lesquelles on nous fait découvrir le monde des animaux, toutes sortes de choses, mais toujours de manière assez passive. Je suis là, à l'écoute, je suis là en train de regarder, on me pose devant moi, mais est-ce que véritablement je vais aller plus loin, j'ai envie d'explorer, de rentrer en profondeur, et par moi-même? Non. La question est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on a envie pour eux? C'est option A ou option B. Pour la Torah, c'est l'option B, c'est-à-dire que le savoir n'est pas une finalité, que c'est quelque chose qui est présent dans toute mon existence, et au fond, ce que je dois développer chez l'enfant, c'est ce désir d'être dans la connaissance. Ça, ce n'est valable que si c'est présent chez nous. Si dans ma propre vie, je ne fonctionne pas de cette manière, comment vous voulez que l'enfant, lui, en ait envie? C'est beaucoup plus compliqué. Il y a des parents qui disent, oui, mais il a de bons résultats, mais il triche, ou alors il passe à travers des copains, etc. Et j'aimerais qu'il aime apprendre. Vous leur posez la question, dites-moi, c'est quand la dernière fois vous avez ouvert un livre pour apprendre? Non mais moi c'est bon, j'ai plus besoin d'apprendre, j'ai mon bac, j'ai mon diplôme. Alors, au fond, vous lui avez montré que l'objectif c'est quoi? C'est le résultat. Il se débrouille pour avoir le résultat. Et ça s'arrête là. L'intérêt de l'étude de la Torah, c'est que c'est une étude qui est là pour elle-même. C'est-à-dire, ça ne va pas me donner des résultats quantifiables, ça ne va pas me donner une profession, mais c'est tout simplement le plaisir de remplir encore et encore son esprit de nouvelles connaissances qui, au fond, vont nous construire et vont nous développer. Comment est-ce qu'on fait alors que nous sommes dans un univers scolaire, alors que nous sommes dans un monde dans lequel il y a des résultats et des notes pour créer cette dynamique-là? Ça, c'est la question au fond qu'on se pose. Deuxièmement, comment fait-on pour permettre aux enfants de créer ce désir du savoir et de la connaissance? Alors, pour tout vous dire, l'univers des notes est sans doute un des univers les plus compliqués pour créer cet appétit. Pourquoi? Parce que il y a des méthodes qui ont été créées, entre autres la méthode Montessori, qui justement ont bien compris que l'enjeu, c'était pas tant les notes, et qui ont voulu
générer chez l'enfant cette appétence pour la connaissance, pour le savoir, cette curiosité, ce désir de connaître encore et encore. À quel moment ça commence? Lorsque l'enfant est petit et qu'il est dans le pourquoi, dans le comment, dans le explique-moi. Et souvent nos réponses c'est t'es trop petit, c'est comme ça, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc l'enfant naturellement a cette curiosité de comprendre, de savoir encore et encore. Notre premier travail de nous en tant que parents, c'est de faire en telle sorte de ne pas tuer ce désir. C'est-à-dire lui donner les moyens de remplir son cerveau des réponses auxquelles il aspire par rapport à toutes les questions qui se posent sur tous les domaines de l'existence. Et au fur et à mesure, vous allez découvrir que ça lui donne du plaisir. Et à partir de ce moment-là, vous êtes dans une spirale vertueuse. Après, c'est juste un problème technique. Après, ce n'est plus qu'un problème technique. C'est-à-dire, en effet, des bons systèmes pour lui apprendre comment est-ce qu'on résout un problème de maths. Les méthodes à savoir comment on fait pour pouvoir se rappeler des règles de grammaire. Mais ça, c'est de la technique. Mais à l'intérieur de lui, cet appétit est présent et c'est ça, au fond, l'élément essentiel. Néanmoins, ils sont dans un système scolaire qui va sanctionner leur savoir par des notes. Nous, en tant que parents, on doit leur montrer que ce qui nous intéresse, ce ne sont pas leurs notes, mais avant tout, s'ils ont mis des énergies pour pouvoir accéder à la connaissance qu'on leur proposait d'avoir. Première réflexion. Est-ce que je leur ai montré que c'est ça au fond qui m'intéressait? C'est-à-dire, pas le résultat, mais est-ce que l'on travaille? C'est-à-dire, est-ce qu'on ouvre un livre? Est-ce qu'on s'y plonge? Est-ce qu'on réfléchit? Et ça, ils ont besoin d'être accompagnés par nous. Nos enfants ont besoin d'un accompagnement des parents au moment où ils apprennent, c'est-à-dire d'être dans ce que j'appellerais un système de chavruta. Alors la chavruta, c'est quoi? C'est quand vous êtes dans l'étude du Talmud, on étudie en binôme. Alors vous allez dire, mais je suis censé être bien plus fort que l'enfant. L'enfant a besoin de voir le parent à ses côtés en train d'apprendre avec lui. C'est-à-dire que le parent lui montre que même s'il connaît, il peut réapprendre ce qu'il connaît déjà. On n'est pas là dans la posture d'un professeur bis. On est là dans la posture de la chavruta, c'est-à-dire, ben tiens, viens, on va faire ensemble ton problème de maths. Alors on va réfléchir. Alors il y a un robinet, il y a une baignoire, alors comment est-ce qu'on pourrait faire? Et l'enfant va brusquement réaliser que c'est quelque chose que l'on fait ensemble et que, au fond, on réfléchit pour savoir régler un problème. Et donc à travers cela, il ne se sent plus dans la posture du prof qui est là en train de voir, de contrôler et de lui mettre la pression pour qu'il résolve les choses. Il sent une véritable collaboration avec quelqu'un qui connaît peut-être déjà le système mieux que lui, mais c'est pas grave. Et c'est ça qui va être, et là je donne déjà un premier truc, leur permettre de mieux se confronter aux devoirs. Le coup de laisser les enfants se débrouiller seuls n'est valable que pour des enfants qui en effet ont réussi à capter totalement la totalité de l'enseignement qui leur a été donné en classe et qui vivent déjà dans une atmosphère dans laquelle ils voient que l'on apprend et donc qui pressentent le plaisir qu'il y a d'apprendre et qui donc eux ont envie d'apprendre. Alors il y a des enfants comme ça, ils ont ce plaisir d'apprendre, ils ne sont pas idiots, ils ont appris à se concentrer sur ce qu'on leur dit en classe parce que tout simplement ils n'ont pas la tête polluée par les disputes parentales ou par la dernière vidéo, donc normalement on peut les laisser. Pourquoi? Parce que tout simplement tous les éléments nécessaires sont présents pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls. Un enfant, normalement intelligent, n'aurait pas besoin de cette ravouta du parent pour pouvoir faire ses devoirs, par exemple. Parce que si le professeur est intéressant et que tu n'as pas la tête polluée par autre chose, tu écoutes, c'est intéressant. Et donc à partir de cela, quand on te demande le soir de restituer à travers un devoir ou un exercice, logiquement parlant, tu devrais le faire, surtout si dans la maison, cette atmosphère que l'on aime apprendre fait partie des meubles. Maintenant, l'enfant, pour des raisons qui sont les siennes, n'y arrive pas. Soit qu'il n'a pas réussi à se concentrer en classe, parce qu'il avait l'esprit pollué ou parce que l'enseignant n'a pas su bien faire son travail. Très bien. Dans ce cas-là, on rentre dans l'univers de la chavruta. L'univers de la chavruta, c'est quoi? C'est on est ensemble, côte à côte,
et on apprend. Et à travers la manière dont je raisonne, je vais lui apprendre lui aussi à raisonner. Et donc on va faire, tiens, tu vois, moi pour le A, eh bien j'aurais tendance à faire comme ça. Tiens, viens, regarde. Et moi aussi je fais le A. Et je lui dis pas fais le A, fais le B. Non, je le fais avec. Et il y a des profs qui ne sont pas du tout d'accord, ça ne me dérange pas du tout. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les résultats à terme. Les enfants sont capables d'être autonomes que dans la mesure où toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent l'être. Un enfant potentiellement peut être autonome. Mais si les conditions ne sont pas réunies, son autonomie, il arrivera peut-être à l'acquérir, mais il va être obligé de dépenser beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps, et il arrivera à un résultat, alors qu'en vérité, il aurait pu y arriver beaucoup plus rapidement s'il n'avait été pas pollué. Et là, maintenant qu'il a été pollué par un certain nombre de choses, alors il doit se débrouiller tout seul. Ça va lui prendre du temps. Dommage pour ce temps qui aurait pu être utilisé pour autre chose. Donc, soit les conditions optimales sont là, il se débrouille parfaitement bien, avec de temps à autre un truc que je n'ai pas compris, et là c'est une aide technique, c'est comme la Mora qui dit non mais je t'explique c'est ça et ça. Soit, pour eux c'est pas simple, ils n'arrivent pas à s'y mettre, c'est que nécessairement il y a eu un manque quelque part. Et la plupart du temps vous allez constater que c'est un déficit d'attention. C'est-à-dire qu'à un moment, dans le cadre scolaire, à l'intérieur de la classe, soit c'est un rêve, soit à un moment ils ont une question sur ce qu'on est en train de leur expliquer, ils n'osent pas poser leur question, et donc à ce moment-là tout bloque, et ils se retrouvent ici, il leur manque une partie des connaissances pour pouvoir faire ce qu'on attend d'eux. Alors là en effet on va être obligé de jouer un rôle qu'on n'est pas censé jouer. Comment est-ce qu'on va le jouer? Si moi en tant que parent je me mets dans la posture du professeur, c'est insupportable pour l'enfant. Donc je vais me mettre dans la posture de la chavruta. Alors qu'en vérité je redeviens un peu le prof, quoi. Mais c'est ensemble. On est côte à côte. C'est pas moi face à toi, c'est côte à côte. Viens, on va le faire ensemble. On va réfléchir ensemble. Et donc, je redonne à l'enfant les clés qui lui manquent pour pouvoir par la suite reconstruire son autonomie. Est-ce que c'est clair là-dessus? Je sais que ça fait parfois de grands débats dans les écoles. Et je sais qu'il y a des enseignants qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est pas grave, je l'assume complètement. Ils sont libres de le penser. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quels sont les résultats sur le terrain. Or, force est de constater que cette autonomie qui pouvait fonctionner il y a quelques années, parce que les enfants étaient moins pollués, aujourd'hui est beaucoup plus difficile. Les enfants sont beaucoup plus pollués. Et donc, ils ont beaucoup plus de difficultés à, en classe, capter tout ce qu'on a besoin de leur transmettre, et par la suite pouvoir faire les choses de cette manière. Culte de la performance, à l'intérieur du sujet, c'est quoi le culte de la performance? Alors le culte de la performance dans l'absolu c'est quelque chose de très intéressant parce que la performance au fond c'est aller jusqu'au bout de ses possibilités. Le problème c'est que la performance aujourd'hui c'est fonction de critères qui sont absolus. Un enfant performant c'est un enfant qui va jusqu'au bout de ce qu'il peut faire avec toutes les configurations qui sont là. Un enfant trisomique qui réussit à un moment à faire plus ou moins le dessin d'une maison, est un enfant totalement performant. Parce qu'au regard des capacités qui sont siennes, il a parfaitement réussi à faire ce que lui peut faire avec les éléments dont il dispose. L'enfant qui arrive d'un univers où les relations familiales sont complexes ou d'autres choses, et qui arrive à se concentrer pendant 20 minutes et produire un résultat, même si relativement aux autres c'est pas grand-chose, c'est un enfant qui est dans une performance, il a fait une performance. On dit bien, regardez aux Jeux Olympiques des handicapés, ils ont fait des performances. Pourtant, il a couru 20 fois moins vite que le champion du monde du 100 mètres. Mais c'est une performance parce que c'est la totalité des éléments qui le constituent qui vont définir sa performance. Ce n'est pas par rapport à un absolu. Donc, oui, en effet, le culte de la performance, il est fondamental, mais pas tel qu'on le comprend. Nous, on le voit comme étant la réussite que l'on a définie par 18, 20, le passage de classe, le sautage. Ça, c'est la performance. Non. La performance, c'est l'enfant par rapport à ce qu'il peut produire. Et ce n'est pas juste une question d'intelligence. Un enfant peut être extrêmement intelligent et ne pas réussir pour de multiples raisons à faire en telle sorte que cette intelligence s'exprime à travers des résultats quantifiables, pour de multiples raisons. Et tout cela fait que les résultats qu'il va obtenir, c'est une performance au regard de tout ce qu'il est. Je vous donne un exemple qui est le grand classique,
de ce que l'on appelle les enfants hyperactifs. Alors 80% des cas d'enfants hyperactifs, ils ne le sont pas. Aujourd'hui, le diagnostic en hyperactivité, c'est un des diagnostics les plus compliqués à mettre en pédopsie. D'accord? Donc on va parler d'un enfant qui est réellement hyperactif. Et l'hyperactivité au sens psychiatrique du terme, c'est quelque chose qui est un handicap majeur pour permettre à un enfant d'accéder à un savoir, à une connaissance de la même manière que les autres. Alors que généralement, ils sont tous sauf bêtes, les enfants, ce type d'enfants. Seulement, je vais vous le résumer très rapidement, l'hyperactif, c'est celui qui est là en face de moi et qui, au moment où je parle, entend aussi le bruit de fond du chauffage et perçoit aussi les variations de température, capte toutes les différences de couleurs, c'est-à-dire il enregistre la totalité de tous les éléments présents dans cette salle, mais au même niveau. C'est-à-dire réussir à remettre chaque chose à sa place, c'est très compliqué. Il y arrive, mais ça lui demande un immense effort. C'est-à-dire de faire en telle sorte qu'au moment où il m'entende, il met de côté tous les autres éléments qui sont présents dans cette salle pour ne pouvoir percevoir que le son de ma voix et ce qu'elle veut dire. Il va même entendre peut-être les variations de ma voix, il va se dire tiens, il est peut-être un peu enroué, alors qu'en vérité, ce qui est important, c'est qu'il entende les paroles. Alors un enfant comme ça, il peut être brillant, pour lui, c'est très compliqué. Parce qu'au moment où le prof parle, puis après il y a l'enfant, doté d'un imaginaire fécond, au moment où le prof dit, donc, nous allons faire un exercice avec une baignoire. Et lui, déjà, au moment où il voit baignoire, il voit déjà les carreaux de faïence, les machins, etc. Donc il imagine la baignoire, alors que là, on est déjà à la fin de l'énoncé. Donc il est intelligent, ultra sensible, très artiste, etc. et tout, il a oublié d'être bête. Le problème, c'est qu'il y a une partie qu'il n'a pas captée. Vous avez des enfants qui ont aussi cette particularité. Vous leur donnez un raisonnement, on le voit beaucoup aussi dans le Talmud, vous leur donnez un raisonnement, au milieu, ils ont une question, au lieu de faire une parenthèse sur la question, ils restent sur la question, ils n'arrivent plus à entendre la fin sans qu'ils n'ont pas résolu la question. Le problème, c'est comme le prof, il ne veut pas répondre à la question, parce qu'on ne m'interrompt pas pendant que je donne l'exposé, donc l'enfant, il reste sur sa question, et cette question le taraude tellement qu'il ne peut pas entendre ce qu'on dit après. Et donc après, il est resté sur sa question. Avec un peu de chance, le prof, en continuant à expliquer, a répondu à la question, mais lui, il était encore focalisé sur cette question auquel il réfléchit. Donc il n'a même pas entendu la réponse. Il dit, mais monsieur, je ne comprends pas pourquoi ça. Espèce d'imbécile, t'écoutes pas dehors. Mais c'est du classique. Et le gosse, il comprend pas ce qu'on lui veut. Je pose une question. T'écoutes pas, mais si, j'écoutais. Et au bout d'un moment, il dit, mais je dois être bête. Non, c'est que son modèle a fait qu'à un moment, il s'est bloqué, il n'a pas entendu la suite. Vous le voyez hein, dans les disputes de couple, c'est un grand classique. On se dit des choses, puis à un moment on a dit autre chose, mais sur autre chose on l'a pas entendu parce qu'on était bloqué sur une première partie de l'histoire. Ah, t'entends pas ce que je t'ai dit, mais je te l'ai dit, mais tu ne l'as jamais dit. Parce que tu es resté en train de réfléchir sur ce que l'autre vient de te dire, et tu n'as pas entendu la suite de la phrase. C'est sur même des trucs marrants, quoi. Enfin, marrant. Oh, ça peut être marrant parfois. Dans le monde des relations. Donc la difficulté qu'on va voir, c'est que pour cet enfant-là, la performance, c'est d'avoir réussi à faire une parenthèse sur la question et d'avoir entendu le raisonnement jusqu'au bout. Et pour lui, c'est un effort colossal. Mais cet effort, il est tellement important qu'il n'a pas réussi peut-être par la suite à restituer tout ce qu'on veut lui demander, donc il ne va pas avoir la note qu'on veut. Et donc pour lui, et pour nous, il a pété dans la performance. Et ce n'est pas un enfant qui s'appelle un enfant qui réussit. C'est dommage. Et c'est comme ça que vous avez des Rabbi Akiva Eiger d'un côté ou des Einstein Lavdil de l'autre qui n'apparaissent pas dans l'histoire. Et c'est intéressant de voir que beaucoup de personnes qui ont eu des réussites très intéressantes, à un moment ont été dans une forme d'autonomie dans leur apprentissage. Parce que tout simplement, les modèles qu'on leur proposait ne leur correspondaient pas. Et donc à un moment, ils ont construit leur propre modèle, leur propre système, et puis ce propre système qui leur correspond, eh bien il va pouvoir produire des résultats. Et ça, c'est important pour nos parents. Pourquoi? Parce que lorsque l'on est confronté aux enfants, il y a leurs devoirs. Souvent, ça va créer des crises. On les connaît, les crises des parents avec les enfants et les devoirs. Première question à se poser, quelle est la posture que je prends face à mon enfant? Est-ce que je suis un prof bis ou pas? Deuxièmement, quel est l'enjeu que représente pour moi, pardonnez-moi, la réussite ou l'échec? Est-ce que véritablement, si cet enfant a une mauvaise note, ça me bouleverse? Oui ou non? Si ça me bouleverse, pourquoi ça me bouleverse? Moi, je me rappelle un jour d'un truc génial, mais l'histoire est vraie. C'était une fille qui rentrait à la maison, elle avait, je sais pas, 13-14 ans, et elle était très très fâchée parce qu'elle avait eu 12 en maths. Et elle pensait qu'elle aurait pu avoir 16 ou 18. Et elle était là, triste, énervée, ouais, j'ai eu 12. Et puis la petite sœur de 6 ans, elle la regarde, à un moment, elle voit sa grande sœur qui est toute bouleversée parce qu'elle a eu 12 en maths. Elle dit, tu sais, hein, c'est pas ce qui t'empêchera de te marier et d'avoir des enfants.
il va te demander quoi, le monsieur? Vous avez toujours 18 en maths? Non, bah alors ça ne m'intéresse pas. Mais si c'est ça, vaut mieux pas qu'on se marie ensemble. Hein, si c'est mon carnet de scolaire qui fait que le chidour se fait, on arrête là. C'est intéressant. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, mais pourquoi moi ça me touche en tant que parent? Alors si c'est parce que ça révèle que l'enfant a la tête ailleurs et qu'il n'a pas envie de se consacrer à ça, parce que dans sa tête ce qui l'intéresse plus c'est le dernier film, oui, ça me bouleverse. Qu'est-ce que j'ai fait pour que l'enfant soit plus intéressé par le film que par ce qu'il apprenne à l'école? Donc la remise en cause, elle est pour moi, elle n'est pas pour lui. Il est le fruit d'une histoire, cet enfant. Et si maintenant c'est parce que dans les modalités d'apprentissage, de restitution, etc., il ne se débrouille pas, voilà, c'est mon enfant. Et donc je sais que pour lui, il va falloir que je fasse un travail particulier. Et quand vous rajoutez après ton frère, hein, lui, c'était pas ça, on a réglé tout. C'est-à-dire qu'en 2 mots, on met une croix dessus, quoi, et on s'arrête. Parce que l'enfant, en plus, vit ça comme étant une immense injustice. Attendez, imaginez, vous avez 2 frères. Un, il fait 1m95, c'est Monsieur Muscle. L'autre, il fait 1m60, c'est tout sauf Monsieur Muscle. Ça arrive. On demande à celui qui fait 1m60 de ramener 20 kg de farine à la maison. Il n'y arrive pas. Il ramène 5 kilos. On lui dit, c'est honteux, t'as vu ton frère, lui il a ramené. Il dit, oh, mais tu l'as vu mon frère. On n'a pas le même équipement. On n'a pas le même équipement de base. Donc comment tu veux que je fasse la même chose que lui? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais c'est la même chose. On a grandi dans la même famille. On est peut-être tous extrêmement intelligents. Mais dans les modèles d'apprentissage, il a un fonctionnement A et moi j'ai un fonctionnement B. Et donc, il y a quelque chose de profondément injuste. De pointer du doigt quelqu'un dans un modèle comparatif alors qu'il n'y a rien à comparer. C'est profondément injuste. Donc si c'est profondément injuste, l'enfant n'est pas prêt à l'entendre. Et quelque part, nous nous dévalorisons nous-mêmes à travers la posture d'être injuste que nous prenons. Et donc, c'est le début aussi de la rupture. Parce que c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Posons-nous la question d'où provient cette difficulté. Qu'est-ce qui fait que cet enfant-là, qui a grandi dans la même maison qu'un autre, n'y arrive pas? Et reposons-nous la question où j'en suis moi dans la relation au résultat. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que l'enfant ne perçoit pas la nécessité du résultat comme étant quelque chose d'extrêmement fondamental et donc ça le tétanise par la peur de ne pas procurer le bon résultat? Vous avez des gens qui sont comme ça, qui ont tellement peur d'être dans l'échec qu'ils ne produisent rien. Ils sont là et ils ne produisent rien. Pourquoi? Par la peur de l'échec. Parce que comme réussir c'est avoir 18, j'ai tellement peur de ne pas avoir 18, je vais avoir 17,5 peut-être, que je bloque. Parce que tout simplement, je sais que si je n'obtiens pas ce que les autres attendent, alors brusquement je vais être mis de côté. Donc c'est beaucoup plus compliqué, il faut être très détendu dans sa tête pour dire je fais ce que je peux, j'aurai la note que je peux, et si vous n'êtes pas heureux, c'est votre problème. C'est ce qu'un gosse devrait dire. Il dit, moi, j'ai fait le maximum de ce que je peux. Maintenant, j'ai payé le résultat que vous vouliez, j'en suis fort désolé, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois, il y a demain, si vous le voulez bien. D'accord? Normalement, ça serait pas mal. Et c'est paradoxalement, quand nous, dans notre tête, on fonctionne comme ça, qu'ils arrivent à produire le mieux. Parce que justement, il n'y a pas d'autre enjeu que d'essayer de faire le maximum par rapport à ce qu'il peut faire. Et d'être heureux de ce qu'il a pu produire, et d'être à ses côtés en chavruta si à un moment il y a quelque chose qu'il n'a pas capté, et puis voilà. Et puis, c'est tout. Alors, il n'y a pas envie de dire, ah mais c'est génial, comment ça se fait que vos enfants, on peut faire tous la même chose. Alors, les enfants qui sont plus doués, il y a des enfants qui ont en effet des capacités différentes que d'autres. Mais en dehors de ça, globalement, je discutais l'autre jour avec une directrice d'école d'une très grosse structure scolaire à Paris. Il me disait que la dimension très bouleversante qu'elle vit au quotidien, c'est dit qu'on livre les enfants le matin à l'école comme des paquets, on les récupère le soir, et elle dit, si vous saviez le temps qu'il me faut pour les dépolluer afin qu'ils puissent enfin être à l'écoute de ce qu'on a à leur dire, ils arrivent, ça a dormi tard, ça a vu Facebook, ça a vu des films, ça a vu des choses, il y a eu des tensions, il y en a plus, ce que vous voulez, et puis le matin, ils arrivent et puis on leur demande, voilà, alors tu fais, vous savez, dans les avions, il y a ce qu'on appelle un vide-vite. Un vide-vite, c'est quoi? C'est que quand un avion est à un moment en danger, et qu'il a peur à un moment qu'il y ait une explosion, alors il y a un système pour vider très rapidement tout le kérosène qui est là pour que s'il y a un atterrissage d'urgence, alors il y a le moins
le moins de danger au niveau d'un incendie. Alors nous, on voudrait qu'on arrive, il a la tête encombrée de plein de choses, paf, on appuie, tout s'en va, il est ouvert à tout entendre. Ben non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais d'où, à quel moment ils ont tout fermé? Mais chez nous à la maison. Chez nous à la maison. Ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses, ils sont confrontés à des choses. Créons chez nous une atmosphère tranquillou. Ne leur mettons pas tous les objets polluants entre les mains. Et créons une atmosphère dans laquelle l'accès au savoir, c'est un bonheur. Et ils le voient, ils le ressentent. A priori, les résultats, ils seront là. Ils seront là. Regardez, c'est très intéressant quand on raconte, souvent les enfants, ils étaient là, ils travaillaient sur un petit coin de la cuisine, ils obtenaient de super résultats. Pourquoi? Parce que le savoir et la connaissance étaient des choses qui étaient valorisées en tant que telles. Et donc, quelque part, c'était quelque chose de valorisant de connaître. Et puis, comme en plus, parfois les parents eux-mêmes n'avaient pas appris, alors ils ne pouvaient pas à un moment sanctionner l'enfant par rapport à des choses, alors qu'eux-mêmes n'en avaient pas été capables. Donc l'enfant était libre de ses résultats, puisqu'il n'y avait pas de modèle comparatif. Donc il pouvait avancer. L'élément qui va être intéressant dans l'univers des devoirs, ça va être aussi un point que l'on connaît bien, c'est à la fois l'effort et l'imagination. L'effort, c'est quoi? C'est ne pas s'arrêter à la première difficulté. Ça a l'air d'être bête, hein, ce que je dis. Ça a l'air d'être basique. Ne pas s'arrêter à la première difficulté. Mais ça, c'est un état d'esprit qu'on fait régner chez soi. C'est un état d'esprit qu'on fait régner chez soi. Posons-nous la question. Quand on a quelque chose de difficile à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver la solution, on appelle tout de suite le plombier, on appelle le copain, on appelle l'autre. Ou alors on dit, je peux pas, j'y arriverai pas. Dans quelle atmosphère l'enfant a-t-il grandi? Dans une atmosphère dans laquelle, quand c'est difficile, on cherche des solutions? Ou quand c'est difficile, la difficulté sert de prétexte pour être dans l'arrêt? Si c'est difficile, on n'y arrivera pas, donc on ne le fait pas, au nom de quoi on peut demander à l'enfant de fonctionner sur un modèle, dans les apprentissages, que nous n'avons pas mis en place dans notre propre existence? D'ailleurs, vous constaterez que souvent, ceux qui apprennent le mieux aux enfants, ce sont des personnes qui, dans leur propre vie, ont toujours cherché des solutions à des difficultés et n'ont jamais demandé à d'autres de trouver les solutions à leur place. Ils se sont fait aider, ils ont dit j'essaye de trouver la solution, donc j'ai réfléchi, mais à un moment je suis coincé, donc j'ai besoin d'un tiers, ça c'est pas un problème. Mais ils ont d'abord essayé d'élaborer, de réfléchir, d'imaginer comment on peut faire, il y a peut-être une solution, il y a peut-être un truc, ça c'est ceci, cela. Donc cet état d'esprit-là, l'enfant s'en nourrit. Et donc quand il est confronté à la difficulté, l'idée que la difficulté n'est pas le point d'arrêt, c'est quelque chose qui fait partie de son atmosphère. Quand on va lui dire, quand l'enfant va dire « je comprends pas, je trouve pas », et qu'on lui dit « ben, c'est pas grave, débrouille-toi ». Si dans ma vie à moi, je fais de la même chose, c'est-à-dire, je me dis à moi-même « j'arrive vraiment pas », puis je me dis « bon, ben, je vais me débrouiller quand même », ben, ma parole, elle est crédible. Mais si tout de suite, allô, papa, maman, bobo, j'appelle tout le monde, il va faire la même chose. Non, tu dois m'aider, 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 j'y arriverai pas. Mais ça nous renvoie à des choses, hein, ça. Ça nous renvoie à des choses. Et attention, on va constater que quand les choses sont importantes, parfois on trouve les solutions. Mais quand elles ne le sont pas, on ne cherche pas à trouver les solutions. Mais pour l'enfant, pour l'instant, résoudre le problème du maths, c'est pas si important que ça. On va dire, oui, mais dans le travail, quand j'ai des problèmes, j'aurai jusqu'à 3 h du matin pour trouver la solution. Ouais. Mais quand dans ta vie ailleurs, tu as des problèmes, tu demandes tout de suite et tu cherches pas à trouver des solutions. Pourquoi? Parce que pour toi, le travail, c'est important. Oui, mais pour l'enfant, aujourd'hui, les maths, c'est pas important. La Gemara, c'est pas important. Parce qu'il n'en voit pas vraiment pour l'instant l'intérêt. Donc, et évidemment, il ne va pas fonctionner parce qu'on n'est même pas crédible. On n'est même pas crédible. Et là-dessus, donc, à nouveau, c'est un travail que l'on doit faire par rapport à soi-même. Il y a des parents hein, qui disent « Ah, de toute façon, moi, je ne peux pas l'aider, j'y comprends rien. » Pourquoi tu ne comprendrais rien? Il y a un grand principe. S'il y a des sujets qui pour vous seront compliqués, parce que vous n'avez jamais appris à le faire, alors répartissez-vous les rôles. Dites « Ah, pour les maths, le spécialiste à la maison, c'est papa ou c'est maman. » D'accord? C'est lui. En 2 mots, c'est pas que je sais pas.
Par contre, hein, pour telle chose, hein, c'est avec moi que ça va se faire. C'est-à-dire, on a le droit d'avoir des spécialistes. Mais si on dit à l'enfant, ah, j'y comprends rien, va voir ta mère, va voir ton père, on a tout faux. Mais pourquoi tu comprends rien? Puisqu'à ce qui paraît, on peut comprendre. La preuve, c'est qu'on me demande de comprendre à moi. Donc on a le droit de dire, je comprends rien. Alors je vais dire, je comprends rien. Ah, pourquoi va voir ta mère? Parce qu'il faut une note. Hein, voilà, et ça y est. Et tout le message est passé en 15 secondes. C'est juste une petite phrase différente. J'y comprends rien, va voir l'autre. Mais j'ai le droit de rien comprendre. Puisque toi, tu ne comprends pas. Alors pourquoi je dois comprendre? Puisqu'on a le droit de ne pas comprendre. Ah, parce qu'il faut une note? Bon, je vais tricher. Par exemple, ou autre chose. Bah non, malheureusement, vous n'y comprenez rien parce que tout simplement, vous n'avez jamais voulu vous donner les moyens de comprendre. Ou alors parce que, voilà, pour de multiples raisons, ne dites jamais je n'y comprends rien. Dites sur ce sujet-là, la personne la plus adéquate, c'est X. C'est-à-dire, à un moment, ne montrez pas à un enfant qu'on a le droit de ne pas comprendre. On comprend parfois un peu moins bien que l'autre, c'est pour ça que sur ce sujet, l'autre comprend mieux que moi. Donc comme il comprend mieux que moi, tu vas te tourner vers cet autre. Vous voyez un petit peu, ça on est... Là on est sur des trucs qui sont un peu techniques, mais je vous assure ça marche très bien. On a vu donc que la performance est quelque chose d'extrêmement important, mais que de l'enfant par rapport à ses possibilités, de l'enfant par rapport à ses capacités, de l'enfant par rapport à la configuration qui est sienne, c'est ça qui est très important. C'est quoi la configuration de l'enfant? C'est quoi son histoire? C'est quoi le cadre? C'est quoi son quotidien? C'est quoi les tensions auxquelles il est soumis? C'est tout ça qui est important. On va prendre maintenant l'univers de l'étude de la Torah parce que j'ai quand même envie qu'on s'y arrête un tout petit instant. L'apprentissage de l'étude de la Torah est là, en premier lieu, pour apprendre à un enfant qu'une connaissance qui ne produit aucun résultat vaut la peine d'être acquise. C'est pour ça que je suis très très contre les notes en Kodesh. Très contre. Ça ne sert à rien. Concrètement, on leur donne des notes. Parce qu'il faut faire un copier-coller avec ce qui se passe dans les matières profanes. Mais dans l'absolu, on n'a pas donné de notes. L'univers de l'accès à la connaissance de la Torah, c'est de la connaissance qu'on a pour la connaissance. C'est le savoir pour le savoir. C'est créer chez l'enfant le plaisir de connaître encore et encore. Tant qu'il n'a pas vécu ce plaisir-là, on n'a rien enclenché. Et puis un beau jour, l'enfant a le plaisir. Il découvre c'est quoi le plaisir intellectuel. Le plaisir intellectuel. Le plaisir d'avoir compris un raisonnement. Il y a une jouissance. Il y a quelque chose de jubilatoire là-dedans. Le jour où vous avez fait cette expérience-là, eh bien vous n'avez qu'une envie, c'est de la reproduire. Avec le fait que les paroles de Torah construisent l'individu de l'intérieur. Et ça, c'est encore un deuxième point sur lequel on ne s'arrêtera pas aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas vécu cette expérience jubilatoire, d'une connaissance supplémentaire, d'un raisonnement qu'on a réussi à élaborer, d'une question à laquelle on a réussi à répondre, alors ça sera quelque chose qui sera vécu comme étant une matière qui peut être éventuellement pesante. Je vais vous dire, quand j'ai eu le bonheur d'avoir certains profs quand j'étais à l'école, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment on avait envie de connaître? C'était qu'on les voyait, pardonnez-moi l'expression, kiffer. Il était là. Vous avez compris la réponse? Le gars, on le sentait heureux. Il a kiffé, quoi, le truc. Ah, il était là, on sentait qu'il avait qu'une envie, c'est de sauter en l'air tellement il était content. Ça crée une dynamique. Et vous le voyez d'ailleurs, les enseignants, surtout en Kodesh, c'est ceux qui sont heureux de ce qu'ils sont en train de dire, parce que tout simplement, chaque fois c'est une nouveauté, c'est quelque chose, et ils s'émerveillent sans arrêt. Ils sont émerveillés. D'ailleurs, en maths, c'est la même chose. Les grands mathématiciens, pour eux, ils sont dans le plaisir voilà, c'est un truc, créer une équation, une solution, on kiffe. Le problème, c'est que aujourd'hui, on a limité le plaisir à quoi? À ce qu'on mange, à ce qu'on boit et à ce qu'on se touche. Et ça se limite à ça. C'est un peu dommage. Le plaisir intellectuel, on ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que c'est. Tant qu'on ne le vit pas, mais quelque part, on n'en a pas envie. Et donc, cette notion-là, elle va passer aussi à travers le plaisir que l'on prend soi aussi
à l'acquisition d'un savoir nouveau, à la découverte d'une nouvelle explication, à l'élaboration d'un raisonnement qui, à un moment, nous donne des vibrations et nous donne un véritable plaisir. D'accord? Le plaisir de la connaissance. Si vous arrivez à faire pénétrer ça à vos enfants, vous essayez, ça roule. Ils se battront comme tous les enfants, ils feront la petite crise d'ado comme tous les enfants, ils râleront comme tous les enfants, ils feront des bêtises. Normal, quoi. Mais sur ça, c'est parti. Et il n'y a rien de pire que le moment où cette flamme s'éteint. C'est le drame. C'est le moment où tout s'arrête. On est là juste en train d'entretenir. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, pour combler le temps, et romans, et livres, et Facebook, et Internet, et films, et autre chose. Mais quelqu'un un jour m'a dit, vous n'avez pas la télé? Je dis, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a tellement de choses à connaître. Tellement de livres à ouvrir. Tellement de réflexions à voir. Quand tu es dehors, quoi, t'as pas. Alors moi, si j'ai les oreillettes, c'est parce que je suis avec mon téléphone. Mais pourquoi aujourd'hui tout le monde... À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait quand on n'écoutait pas la musique toute la journée? Alors on lisait le journal. Pourquoi tu as besoin de lire le journal? Tu te promènes, tu réfléchis, tu regardes, tu observes, tu penses. Tu as plein de trucs. Sinon, même on ne fonctionne pas, on leur demande de fonctionner de cette manière. N'offrez pas de MP3 à vos enfants. Sans arrêt avec des trucs dans les oreilles. À quel moment tu veux que le cerveau il tourne? Alors je vous rappelle, on a vu un jour dans un cours que la différence qu'il y a entre le cerveau et le verre, c'est la suivante. C'est qu'un verre, quand vous le remplissez d'eau, une fois qu'il est rempli, vous ne pouvez plus le remplir. Le cerveau, c'est le contraire. Moins vous le remplirez, moins vous pourrez le remplir. Plus vous le remplirez, plus vous pourrez le remplir. Plus on remplit le cerveau, plus on peut le remplir. Je veux dire, attention, ne lui donnez pas trop de connaissances, ça va lui faire exploser la tête. Voyons. Et on utilise quasiment rien de nos capacités intellectuelles. Et cette spirale vertueuse, c'est à nous, en tant que parents, de la mettre en place dans notre propre vie. C'est quand la dernière fois qu'on a ouvert un livre qui n'était pas nécessaire à lire et sur lequel pas tout le monde nous l'a dit, il faut absolument que tu le lises. C'est quand la dernière fois qu'on a réfléchi, non pas à des problèmes à régler, mais réfléchir. L'autre jour, là, ce Shabbat, j'étais avec quelques jeunes gens à notre table, on a ouvert un texte du Talmud, puis on a commencé, c'était des super débutants. Alors on a commencé sur le chemin du matin, la prière du matin, et puis à un moment on a commencé à ouvrir, c'est-à-dire c'est quoi cette notion de la relation au temps et au sacrifice et à Abraham, Isaac et Jacob, pourquoi la prière ça tourne autour de tous ces trucs-là? Pourquoi on ne nous a pas dit, voilà, c'est comme ça, point, tu pries de telle à telle heure, et puis salut tout le monde. On nous balance des corbanotes, des offrandes, des Abraham, des Isaac et des Jacob, des machins. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Et après on est parti à la synagogue, mais sur tout le chemin de la synagogue, on était en train de parler, de réfléchir, on ne l'a même pas vu passer, mais on aurait pu marcher 2 heures. Il y a plein de trucs en vérité si on réfléchit là-dedans. Plein de notions. Et c'est passionnant. C'est très intéressant de réfléchir à tout ça. Soit on a appris, c'est-à-dire on a entendu des choses, on les a enregistrées, on se lève et on s'en va. Tu continues à réfléchir. Le père du Briskorov, du Rav de Brisk, avait l'habitude de dire à son fils, de lui poser un problème et de lui dire va à la poste, ou va faire les courses, ou va à la pharmacie. Juste avant qu'il parte faire les courses, il lui posait un problème. Et maintenant, tu vas marcher, tu auras de quoi penser. Pour l'habituer, quelles que soient les configurations, à réfléchir. Et les gens pensent que les personnes qui réfléchissent sans arrêt, ce sont des personnes qui ne vivent pas. Au contraire, ce sont des personnes qui vivent et qui pensent leur vie, PEN et pas PN. Mais ça, c'est quelque chose que nous devons leur introduire. Et c'est ça le culte de la performance qu'il faut avoir. C'est-à-dire de leur permettre, en effet, non pas d'optimiser dans un but de résultat, mais de faire en telle sorte que cet instrument qui est fabuleux, qui est notre cerveau, puisse véritablement vivre. Et pour qu'il puisse vivre, il faut créer cet appétit, et cet appétit, on le crée à travers l'appétit que l'on commence à mettre en place à l'intérieur de notre vie, dans notre relation, nous, au savoir et à la connaissance. Alors, ça ne règle pas le problème de comment techniquement on gère la guerre des devoirs. Comment, mais je vous ai déjà donné quelques pistes qui construisent un état d'esprit qui permet beaucoup plus facilement, par la suite, de mettre en place les systèmes qui permettent à nos enfants de faire ces fameux devoirs qu'ils ont besoin de faire quand ils sont dans le cadre scolaire. On arrête ici
Et on passe à vos questions. À vous les questions. Oui. Un, deux, vas-y madame. Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de malhonnêteté à ne pas vouloir admettre qu'on est nul en maths, malgré tous les efforts qu'on a pu faire quand on avait son âge? Vous-même l'admettre pour vous, vous avez le droit. Mais lui, il ne va pas comprendre pourquoi vous n'êtes pas donné les moyens. C'est-à-dire qu'il pense que dans la vie, à un moment, on peut dire, bon ben je suis comme ça, et qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça. Non. Maintenant, vous pensez être nul en maths, vous ne l'êtes peut-être pas, mais on ne vous a pas donné les bonnes méthodes pour pouvoir connaître les maths. Donc comme on ne vous a pas donné les bonnes méthodes, donc au bout d'un moment, vous n'avez pas su faire. Si on vous redonnait de nouvelles méthodes, peut-être que ça fonctionnerait. Donc lui ne comprend pas que souvent ceux qui ont été nuls, c'est parce que tout simplement, on ne leur a pas donné les bonnes méthodes pour accéder aux résultats qu'on attendait d'eux. Donc lui, ça lui permet de se dire, on a le droit d'être nul. Non, on a le droit de ne pas être doué dans telle et telle matière, mais dans l'absolu, tout enfant qui se respecte est censé réussir dans tout. Après, il y en a qui ont une génialité dans tel et tel domaine, une sensibilité dans tel domaine, mais normalement, surtout aujourd'hui avec le niveau qu'il y a, normalement, ils devraient tous réussir. Normalement, ça doit réussir. Un enfant normalement constitué, qui a une intelligence normale, avec une atmosphère un peu familiale normale, dans laquelle on met en place les modalités normales, pourquoi ça ne marcherait pas? Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Les gens pensent que quand ça marche, c'est que les enfants sont très doués. Non, c'est qu'on a mis en place un système. Alors il y en a qui en effet ont ce qu'on appelle un rouge, un don particulier, certains ont des QI plus développés, donc ça va aller beaucoup plus vite. Mais globalement, c'est possible. La grande difficulté, c'est d'ailleurs aujourd'hui, ça a été un petit peu la méthode Feuerstein. La méthode Feuerstein est énormément développée parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était souvent des problèmes cognitifs, ou alors c'était des modalités d'apprentissage. Je travaille avec une personne qui est quelqu'un de remarquable, et des enfants en échec total, elle en fait des enfants qui réussissent totalement. Parce que tout simplement, elle reprend toute la relation aux modalités d'apprentissage, à la peur que l'enfant a vis-à-vis des choses, etc. Il y a plein de choses qui jouent. Il y a des enfants qui sont tétanisés face à une feuille. Parce qu'ils voient déjà le bras vengeur de la maîtresse se lever, t'as fait une tâche alors que le gosse il n'y arrive pas. Donc il est là dans son stress. Ou alors peur qu'il ne va pas faire mieux que l'autre. C'est pas juste un pur cerveau, c'est un individu qui est là. Vous savez, je vais vous raconter un truc perso. J'ai passé mon bac quand j'étais à la yeshiva. Je n'ai pas du tout préparé mon bac. La veille du bac philo, j'ai ouvert les annales philo, la veille. Je les ai fermés. Les maths... Bon, enfin, je l'ai eu. Et je ne suis pas plus intelligent qu'un autre. Mais comme l'enjeu de la réussite, je ne l'avais pas. Parce que quand tu as été à la yeshiva et que tu t'es dit, bon, oui, je vais m'inscrire au mois de, je ne sais plus, mars pour le passer. Si tu ne l'as pas, ben ça va. Ben tu l'as. Et ce n'est pas un problème plus intelligent. Tu lis un peu, tu vois un peu, et puis ça marche. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que si je ne l'avais pas, on ne m'aurait pas dit, c'est honteux, c'est pas bien, c'est très grave, tu te rends compte, toutes ces années d'études, etc., pour rien. J'ai été malade l'année de la terminale, j'étais parti de l'école, j'étais rentré. D'accord, j'ai eu mon histoire perso. Bon, j'y vais, on verra bien. Et vous y allez détente. Et je vous assure, je pense, a énormément concouru au fait que ça se passe bien. Parce que tout simplement, il n'y avait pas d'enjeu. Si ce n'est d'essayer de faire le mieux possible, et puis on verra ce que ça produira. Vous savez, quand un enfant arrive avec une mauvaise note, souvent on dit, c'est pas bien. La première parole qu'un parent doit dire, oh là là, qu'est-ce que tu dois être malheureux? Qu'est-ce que tu dois être triste? Parce qu'il est triste. Parce que dans sa tête, il pense qu'il a fait le maximum. Et après, on lui dit, bon, essayons de voir. Et puis parfois, ça va être, bon, concrètement, c'est vrai que pour un devoir de géo, si on n'a pas essayé d'apprendre un petit peu la veille au soir, c'est un peu compliqué d'avoir une bonne note. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais je comprends que toi, parce que toi, en vérité, tu ne voulais pas de cette mauvaise note. Et toi, dans ton fantasme, tu es persuadé que tu vas te débrouiller. Bon, aujourd'hui, tu sors de tes fantasmes. Tu viens de découvrir, mais je comprends que tu es très malheureux parce que tu disais, non, j'ai lu une fois, ça va marcher. Très, très malheureux que ton système ne marche pas. Ça te fait de la peine. Bon, alors peut-être qu'on en déduit qu'il faut voir 2 fois le truc. Mais on est là tout de suite dans le criant dessus. Non, je compatis pour cet enfant qui n'a pas une bonne note et qui doit être très triste. Et après, je lui dis, bon, ben, dont acte, alors essayons de trouver la solution pour que la prochaine fois, ça marche. C'est très rassurant. Mais si on est tout en train de lui rentrer dedans, alors souvent ce qui se passe, c'est que c'est des projections parentales, des angoisses parentales, des blessures narcissiques.
Parce que vous savez, quand vous avez des enfants qui marchent bien, que vous avez la réunion parents-prof, et que vous avez là-bas des tantes, et que tout le monde vous regarde d'un air envieux, vous asseoir à côté du prof, qui vous parle 2 minutes, histoire de vous dire, ouais, bon, ça va, sympa, comment vas-tu? On discute, attends, le bon, enfin, c'est bon là, on passe à autre chose. C'est clair que quand vous ne faites pas partie de cette catégorie de parents, eh bien, il y a un stress. Et l'enfant, il le sent, le stress. Donc, il faut absolument que je fasse partie du parent qui arrive des tantes. Et c'est paradoxalement l'effet inverse que ça fait. Donc, j'arrive, c'est ce qu'ils m'ont dit hier. Hier, j'étais à la réunion, ils m'ont dit en tout cas qu'il t'apprécie énormément, t'es un garçon ultra souriant. Bon, maintenant, ce qui part au niveau des résultats, c'est pas exactement encore le mieux que ce que tu pourrais faire peut-être. On va essayer d'y réfléchir. Comment ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne t'empêchera pas de te marier, d'avoir des enfants, comme dirait l'autre. Il faut un moment essayer de réfléchir à ça. Vous allez dire, vous êtes sympa, mais non, on a le bonheur d'avoir des enfants. Bon, c'est maintenant, à l'exception d'un, ils sont tous en dehors des systèmes scolaires, ils sont sortis de ça, ça y est, mais ça va. Ça va. Et c'est paradoxalement ce ça va, avec à côté des méthodes de travail, faire en telle sorte, l'enfant il rentre en dehors de manger son goûter, lire un livre, jouer et travailler et aller dormir, il n'y a rien d'autre. C'est ça la vie d'un gosse. Il rentre, il mange, il joue, il travaille, il va dormir. Il y a une heure normale. 19h, 19h30, 20h. Quand ils sont petits, un enfant, à 19h, il dort. 19h, 19h30, et le lendemain matin, il se lève à 6h ou à 7h, il a fait ses 11-12 heures de sommeil, il arrive, il a la pêche. Même si on s'est disputé la veille au soir, ils dormaient tous, donc ils ne nous ont pas entendu se disputer, donc il n'y a pas de stress. Tout va bien. Il peut démarrer sa journée, il est ouvert. Il est open. Les enfants qui ont besoin de moins dormir que d'autres, soit, mais si on leur met des paquets dans la tête, mais attendez, c'est super compliqué. Et ces gosses sont pas plus intelligents que les autres. Alors il y en a qui sont plus intelligents, ça arrive. C'est simplement, ils ont des configurations calmes, tranquilles, sereines. Et ça, c'est nous qui le construisons. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si on adopte l'attitude d'un professeur à la maison, c'est insupportable pour l'enfant. C'est compliqué, on va dire. Pourquoi? Parce qu'un parent, c'est pas un prof. Parce qu'un parent, c'est pas un prof. Un parent, c'est un parent, et pour l'apprentissage, c'est un partenaire. C'est une chavruta. Tandis qu'on apprend avec nos enfants le chumash, on n'est pas prof, hein. On lit ensemble, on traduit ensemble, on se parle. Comme une chavruta. Il se trouve que comme dans une chavruta, il y en a un qui est plus fort, un qui est moins fort. D'ailleurs, même dans la posture, je vous donne un truc très sympa, c'est-à-dire, asseyez-vous dans le fauteuil à côté de l'enfant, mettez-lui le bras là, et avec un seul chumash pour être dans une proximité. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'il dit ce Rachid là? Ah ouais, je me rappelle, tiens, vas-y, dis-moi. On est en lien. On est en lien. C'est-à-dire, et même au niveau, moi je parle même au niveau de posture physique. Hein. C'est-à-dire que si à un moment un enfant dit ah j'ai une rédac, je ne sais pas par quoi commencer, je dis bon allez viens on va aller bosser ensemble. Je me mets sur son lit, les pieds sur la tête, enfin dans une posture de genre voilà, ben on est ensemble. Si tu avais un copain dans la chambre, on mettrait comme ça. Toi il se trouve que bon alors par contre on commence. On est à deux. Et puis au bout, 80% des cas, au bout d'un moment il démarre, il dit bon c'est bon ça, je me débrouille, c'est bon ça va, c'est bon, ça va. Ah oui parce que ça y est. T'as enclenché la machine, je me débrouille tout seul. Et ce genre de choses marche. Maintenant, on peut se mettre dans une posture de prof, ça marche. Mais le problème, c'est que ça aurait pu peut-être marcher beaucoup mieux d'une autre manière. Et surtout, on a créé la relation. Il y a une relation qui est là. Ce qui est important, c'est la relation. Moi, je vois des parents qui ont pris la posture de prof, comme ils avaient des enfants pas idiots, et qu'ils ont mis en place les configurations classiques pour qu'ils puissent bien bosser, ils ont réussi. Mais la relation après, waouh! La relation, elle est beaucoup plus compliquée. Parce que tout simplement, le lien ne s'est pas créé. Parce qu'ils se sont mis dans une posture. Et ils n'ont pas à voir cette posture, clairement. Autre question? Oui. Et pour les enfants dont les parents sont enseignants, comment faire pour changer la casquette, justement? C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Alors, vous savez ce que vous faites? Vous faites comme ça, vous rentrez à la maison, vous prenez votre kippa, vous le mettez comme ça. Vous dites, bon, maintenant, je suis papa. D'accord? Mais faites-le. Dites-le. Montrez, enlevez votre veste, mettez une autre veste. Changez de veste. Changez de veste.
C'est-à-dire, alors si en plus vous êtes le prof de votre prof enfant, c'est encore plus compliqué. C'est le genre de choses, on en discute au début de l'année. Parce qu'il y a plein de problèmes. Un enfant dont le papa ou la maman est son prof, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord les copains. Moi je travaille, je développe pas mal de choses, et je suis en contact avec un certain nombre de structures. Et il y a un des responsables d'une grosse structure avec laquelle je travaille, qui fait partie maintenant de la famille, via un mariage avec quelqu'un, avec un enfant d'une de mes sœurs. Et le jour donc, où j'ai appris qu'on était en famille, je l'ai appelé, je lui ai dit, bon, ça va être maintenant compliqué de bosser ensemble. Pourquoi? Parce qu'avant, je pouvais te demander des services, aller le faire, mais aujourd'hui qu'on est de la famille, les gens vont se dire, ah, il lui rend des services, c'est parce que c'est de la famille. Il m'a dit, parfaitement, tu as compris. Donc c'est le problème. Ouais, il le chouchoute, ouais, c'est parce que c'est ton père, etc. Après, il y a le problème de l'enfant qui a peur de la manière dont les autres vont voir son père ou sa mère. Et s'il se moque, il est blessé. Donc c'est très difficile. Si on peut faire en telle sorte qu'un enfant ne soit pas dans la classe de ses parents, surtout aujourd'hui, c'est très important. À une époque où la notion de respect était là, ça allait. Mais aujourd'hui, ouais monsieur, c'est n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Quoi, tu dis ça à mon père? Il y a 15 ans, on ne disait pas ça. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. D'accord, donc on est. Là-dessus, c'est. Et en dehors du fait que voilà, qu'on va sanctionner notre enfant. Alors, à la maison, au moins, switcher. Mais autant que faire se peut, faire en telle sorte qu'il ne soit pas dans notre classe. Si on peut. Surtout aujourd'hui. Il y a quelques bonnes années, c'était beaucoup moins compliqué. Aujourd'hui, on est dans des configurations dans lesquelles c'est tout le problème de la relation qui est en jeu avec les autres et la manière dont moi je vois mon père ou ma mère dans la relation aux autres. Oui. Autre question? Oui, madame. Vous parlez d'enfants qui sont capables de travailler en autonomie, d'autres qui ont besoin d'être entourés. Donc, parfois, il y a des enfants qui sont capables de travailler en autonomie, mais on sent quand même que c'est la solution de facilité, dire bah non, j'arrive pas, qui ont non, j'ai besoin d'apprendre avec toi, etc. Alors, est-ce qu'il ne faut pas quand même nous pousser un petit peu à dire bah, au moins apprendre une fois seul, essaye d'apprendre après, bien t'aider, parce qu'il ne faut quand même pas les aider à gagner en autonomie. Alors, ces enfants-là, généralement, ce qu'ils ont besoin, c'est de vos bras. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, donnez-leur déjà vos bras. Et si vous donnez déjà beaucoup plus vos bras à ces enfants, alors ils auront moins besoin de vous appeler au secours pour que, à travers l'apprentissage, vous soyez à leur côté. Donc déjà, travaillez en amont. Parce qu'un enfant, on les a tous connus, hein, ces enfants qui sont là... Tu peux m'aider, on sait très bien qu'il va se débrouiller tout seul, mais il a besoin que je sois à ses côtés. Ensemble, ben je vais être ensemble. On va être ensemble. On va être ensemble, je dirai un peu parce qu'il m'appelait pour ça, mais je dirai pas trop parce qu'il va me dire, mais non, t'as pas compris, c'est pas comme ça. Et à ce moment-là, j'ai qu'une envie, c'est de dire, alors si tu sais pourquoi tu me demandes, je me tais. Et j'admire ce qu'il est en train de faire, et je me dis, les 10 minutes que je passe à ses côtés, ils valent de l'or. Parce que ce sont des éléments qui construisent une relation qui est dans l'au-delà du mot. C'est tout. Et si on arrive à faire ça, au bout d'un moment, ça va parce qu'on les a nourris de ce qu'ils avaient aussi besoin. Donc, si vous demandez, j'ai pas compris, tout de suite, première fois, enfin, je pense que la première action, c'est avec plaisir, mon chéri. Oula, avec plaisir, mon chéri, c'est agréable d'entendre ça. Hein? Et après, on viens, comment est-ce que je peux t'aider? Donc, déjà, jouer la mère, protectrice, maternelle, machin, enveloppante. D'accord? D'accord. Moi, Ashkenaz, j'arrive à le dire, d'accord? Donc ça va. Donc c'est dans le domaine, tout peut exister, d'accord? Et après, ben, soyez à ses côtés, de quoi tu as besoin, et demandez-lui de formuler sa demande. De quoi tu as besoin? Quel est l'élément sur lequel je peux t'aider? Et au bout d'un moment, il serait un peu coincé. Parce que, non, c'est bon, je me débrouille tout seul. Non, c'est juste que là, est-ce qu'il faut que je mette un point d'interrogation avant le machin, ou que je souligne en rouge ou en vert? Enfin, après, vous risquez fort d'avoir des questions. Ou alors, c'est des enfants qui font partie des structures PME, c'est-à-dire partisans du moindre effort. Et là, ils veulent que vous fassiez le travail à leur place. Et là, vous dites, bon, attends, tu veux quoi, que je fasse le travail à ta place? D'accord, mais je peux signer que c'est moi qui l'ai fait? Je signe. Et au bout d'un moment, ils s'y mettent. Mais ce type d'enfants ont généralement besoin d'utiliser les devoirs pour créer une proximité ou alors une relation particulière. Donc, au moment où ils le demandent, répondez, parce que c'est ça leur demande.
C'est comme quand un mari dit j'ai mal à la tête, n'allez pas lui amener un aspirine. Il le sait qu'il a besoin d'un aspirine, il n'a pas besoin de vous le dire. Donc amenez-lui vous. C'est ça qu'il a besoin. Éventuellement un aspirine avec. Mais si vous posez le cachet d'aspirine devant, il dit merci, je pouvais aller le prendre tout seul. Mais comme l'enfant, comme l'adulte ne peut pas formuler sa demande telle qu'il l'a, alors il l'enrobe dans quelque chose. Et c'est pas grave, et ça fait. Un enfant va dire j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de dire voilà, que tu t'intéresses à moi. Donc il va inventer ça. Il suffit qu'il en ait une petite dose, et ça le nourrit. Hein. Et sur le reste, il peut se débrouiller. En tout cas, voilà les. Oui. Oui, madame. Vous parliez du cas de l'enfant qui, quand il arrive à ce contrôle, il perd ses moyens, et s'il n'a pas la note qu'il voulait, il a l'impression d'avoir tout loupé. Alors, quelle est votre question? Comment faire pour l'aider, en fait? Parce que les enfants qui ont souvent peur en arrivant au contrôle, ils perdent leurs moyens et ils vont pas avoir la note que la langue fait. Alors déjà, vous en tant que maman, posez-vous la question si ça vous dérange. Je savais que vous alliez me répondre ça. Non, mais je ne vous ai pas demandé de me répondre. Hein. Non, mais je sais. Posez-vous la question. Maintenant, en dehors de ça, il y a des enfants qui sont en effet, arrivent avec des capitales d'anxiété. Soit parce qu'ils ont des parents, je ne parle pas de vous madame bien sûr, soit ils n'ont pas des parents anxiogènes sans s'en rendre compte, ou alors des parents qui cherchent à ce que leurs enfants réparent ce qu'eux-mêmes n'ont pas pu faire, ou alors parce que les parents ont une relation qui n'est pas encore suffisamment construite vis-à-vis de l'école et de tout le système. D'accord? Ils arrivent avec une forme de peur. J'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer, j'espère que ça va bien se passer. Là, on est dans un trait plus de thérapie, c'est-à-dire se débarrasser de ses peurs. Alors, un enfant, on apprend à se débarrasser de ses peurs quand nous-mêmes on apprend à se débarrasser de nos propres peurs. C'est-à-dire, vous savez comment est-ce qu'on se débarrasse de ses peurs? On se représente. On se représente la chose dont on a peur. Alors, bien sûr, si on a peur que de catastrophes colossales, c'est un peu compliqué. Mais on se représente que le truc qui nous embêterait arrive. Pas le truc énorme. Et on dit, bon, et alors c'est là que je fais quoi? Bah, c'est là. Et on gère. C'est avant tout la représentation de ce que l'on croit être énorme qui nous permet de relativiser les choses. L'enfant qui est là et qui est très déçu d'avoir une mauvaise note, tout de suite on lui dit, je comprends que tu sois déçu, parce que c'est vrai que si tu penses avoir une meilleure note et que tu ne l'as pas eu, c'est vrai que c'est décevant. Mais est-ce que tu as essayé de faire ce que tu pouvais? Oui, alors c'est déjà génial. Montrez-lui qu'au fond, on valorise aussi l'effort qu'il a pu faire. Après, c'est souvent nos angoisses à nous avec lesquelles il se promène. Vous voulez réagir par rapport à ça? Pardon? Vous vouliez réagir par rapport à ça? Je pense qu'au début, c'est vrai ce que vous dites, mais à un moment, quand vous avez essayé de le rassurer, que oui, c'est vrai qu'au début, on peut penser qu'on fait passer des angoisses à l'enfant. Donc, on a essayé de leur faire comprendre que ce n'était pas un problème et qu'il fallait qu'ils surmontent cette angoisse, mais qu'ils n'y arrivent pas. C'est un petit peu si, comme je vous disais, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Oui, mais est-ce que vous donnez la méthode? Moi, j'ai rien contre. Non, j'ai bien compris. Donc, souvent, l'enfant, on est là, la personne dit, j'ai peur. Oui, mais c'est quoi la méthode pour s'affranchir de sa peur? Ça, c'est déjà un premier point, donc il faut leur donner la méthode. En dehors de la méthode, il y a un autre point sur lequel il faut travailler, c'est là où je parlais tout à l'heure, entre autres de la méthode Feuerstein, c'est-à-dire, il y a parfois aussi, au niveau purement du développement cognitif de l'enfant, des difficultés dans les modalités de l'apprentissage. Et là, en effet, il faut reprendre les choses. Il y a les enfants qui sont complètement fouillis dans leur tête quand ils sont confrontés à un apprentissage, parce qu'on ne leur a pas appris, ou pour de multiples raisons, je ne vais pas rentrer là-dedans. À partir de là, il est là, je fais quoi? D'abord, tu regardes tout ce que tu as en face de toi. Attendez, quelqu'un dit, range, je fais quoi? Attends, d'abord, regarde tout ce qu'il y a. C'est quoi les priorités? C'est quoi le plus important? Par quoi on commence? Par quoi on continue? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Quel est le problème? Des fois, vous leur demandez, ils commencent un problème et vous leur dites, attends, quel est le problème?
Il dit non, il faut que je sache si la baignoire. Non, 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 attends. Quel est le problème? Alors, le problème, c'est qu'on a une baignoire. D'accord? Tu vois la baignoire? Bon, il y a de l'eau, c'est intéressant, il y a de l'eau, c'est sympa l'eau. Après, bon, alors, donc qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors, par quoi d'abord on devrait commencer à réfléchir? Réfléchissons. Par quoi on devrait commencer à réfléchir? Et vous leur apprenez comment, ça, officiellement, c'est ce qu'un enseignant est censé faire. Est-ce qu'ils le font ou pas? J'en sais rien. Et il y a des enfants qui n'y arrivent pas, là, en effet, on a besoin de les faire aider. Mais pas par des cours qui leur remettront en place le même modèle. Sinon, on n'y arrive pas. La méthode Feuerstein, quand elle est faite par des gens qui ont été véritablement formés, et non pas formés par ces pseudo-formations qui ont très peu de valeur et qui nous font plus de catastrophes qu'autre chose, peut énormément aider des enfants. Énormément. Et après, il y a tous les problèmes des 10. Dyslexie, dyspraxie et autres. Qui font que, là-dessus, il y a aussi des spécialistes, dont c'est le métier de former pour savoir comment on gère, parce que parfois, c'est un problème purement technique. Donc, il y a des spécialistes en 10. On les appelle comme ça. Après, il peut y avoir d'autres problèmes. Et parfois, ça peut être des problèmes tout simples, hein, oculaires. Il voit mal le tableau. Et il n'ose pas le dire. Il est persuadé qu'il voit, mais il ne voit pas comme il faut. Mais il pense voir, parce qu'il voit quand même, mais pas comme il faut. Il y a parfois des choses toutes bêtes, hein, qui sont là et qui font que ça ne va pas. Plus les gauchers contrariés et autres ambiances du même genre. D'accord. Oui. Donc là, après, on fait ce que j'appellerais pompeusement un bilan, même si je ne suis pas très pour. Éventuellement, si on voit que ça ne va pas, on va voir des personnes dont c'est le métier. Autre question? Si il n'y a pas d'autres questions, on arrête. Hein. Une dernière pour la route, comme dirait l'autre? Tout va bien? Oui? Si un enfant il demande pourquoi, quand on enseigne, il demande pourquoi, alors vous avez dit c'est bien de répondre, mais des fois ça va déranger. Alors, est-ce que c'est bien de l'éduquer à. On fait avant le quoi et après on passe au pourquoi? Pourquoi ça nous poserait problème? Parce que ça va passer à un autre sujet. Ça... Alors, ça peut être très intéressant d'apprendre un enfant à faire des parenthèses et de revenir au sujet. Ou on peut lui dire, ta question est excellente. Est-ce que pour toi c'est primordial que j'y réponde maintenant ou est-ce que ça peut attendre? Mais c'est 3 mots, même en classe. Un enfant, monsieur, j'ai une question, monsieur, j'ai une question. On dit, est-ce que ta question, tu as besoin d'avoir une réponse maintenant ou est-ce que tu penses que tu peux suivre le reste de ce que je vais dire et avoir ta question? Non, non, j'arrive plus à comprendre ce que vous voulez dire maintenant. Ah, d'accord, donc on s'arrête. Quelle est ta question? D'accord? Tu dis non, mais ok, donc ça peut attendre, fais ta parenthèse. Soyez juif, répondez à une question par une question. Et vous avez vu ces 4-5 mots? Pardon? Le cas il est compliqué. Alors c'est utile de faire. Il faut juste demander à l'enfant, est-ce que sa question, si on n'y répond pas, il est bloqué à l'intérieur du raisonnement? Et dans ce cas-là, on s'arrête dessus. Ou alors si c'est une question, mais vous avez dit ça, mais pourtant on avait vu ça ailleurs. Donc c'est une couchia, quoi. Alors, ok, on en parlera par la suite. Et apprendre, d'ailleurs, c'est très intéressant. Si vous parlez de l'étude de la Gemara, c'est très intéressant. Leur faire la distinction entre eux. Mais quand vous me dites ça, ça me pose un problème ailleurs. Ou alors, mais ça contredit ça. Ok, on met ça de côté, on continue le raisonnement jusqu'au bout. Ou alors, je ne comprends pas ce que vous venez de dire. Le truc, là, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Là, on s'arrête et on reprend le truc. D'accord? Et après, il y a des techniques. Il y a des techniques pour permettre aux enfants de bien identifier, comprendre un raisonnement. La difficulté qu'on a, c'est au début prendre le temps. Alors, on reprend ce moment. Alors, on a commencé par ça. Alors, l'histoire, c'est A. D'accord? Voilà, c'est A, on est bien d'accord. Après, on a eu ça. Ah, on a eu un problème. C'est que si tu dis ça et ça va plus. Ah, on est d'accord. Faites un peu la comédie aussi. Un tout petit peu. Ça permet surtout quand ils sont jeunes. Ils comprennent, ils visualisent. Et au bout d'un moment, vous leur faites tout le système. Donc, on a vu ça. Et après, on a posé ça. Et après, et vous avez vu, voilà le résultat. Ah! Génial, emballé, c'est pesé. Et maintenant, ils ont en plus eu déjà l'univers du plaisir. Et là-dessus, il faut, pardonnez-moi, si on jubile pas soi-même, ça passera plus difficilement.
Moi, je me rappelle, un de mes enseignants, on sentait qu'il était 2 fois plus heureux que nous de dire ce qu'il était en train de dire, quoi. Il était content, quoi. Il kiffait ce truc, il était heureux. Ben, évidemment, ça se transmet à la classe. Évidemment, vous le ressentez. Évidemment, vous en nourrissez. Mais si le prof il est juste en train de débiter son machin, même s'il est super brillant, c'est insipide, ça ne fait pas vibrer. Et au bout d'un moment, ben, on vibrera avec d'autres choses. Ce qui est dommage. Ça, là-dessus, ça c'est une base. Hein. C'est notre jubilation intérieure qui passe. C'est le fait que ça nous habite. C'est ça qui va faire écho. Sinon, on est juste des machines à dire des choses. C'est intéressant, mais c'est pas très passionnant. Autre question? Non? Je vous remercie pour votre écoute. Et Bezrat Hashem, à dans un mois.